Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Swissgrid Netzforum. Bonjour, mesdames et messieurs, au Forum des réseaux 2021 en ligne. La branche énergétique suisse, soyez les bienvenus à cette première édition numérique du Forum des réseaux Swissgrid 2021. Mein Name ist Mireille Jaton und ich freue mich sehr m'appelle darauf, Mireille Jaton et je me réjouis de interessantes vous Event accompagner zu durant begleiten, tout cet natürlich événement qui sera hochelektrisch. très intéressant. Ja, et très letzte électrique, Woche évidemment. ist La die semaine Bombe geplatzt. passée, eh bien voilà, tout est sorti du chapeau et le Conseil fédéral a laissé tomber l'accord cadre. Quelles en seront les conséquences pour la branche de l'électricité? Eh bien, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec des acteurs très importants de la branche énergétique de l'Europe et de la Suisse. Mais vous aussi, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous pourrez interagir avec nous puisque par l'intermédiaire de ce portail, eh bien, vous pourrez participer aux enquêtes du Menti-Mètre. Donc, le mieux, c'est de préparer votre téléphone portable pour rentrer le code que vous voyez ici à l'écran. Numérique est aussi interactif et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions via le portail dédié sur le site internet du forum. Et aussi, nous nous réjouissons de votre participation au sondage anonyme. De plus, il y aura une interprétation simultanée de l'allemand vers le français sur le site français du forum. Et en cas de problème technique, eh bien, veuillez utiliser donc le portail de questions sur ce site. Dieser Anlass wird aufgezeichnet und steht als Webstream auf der Netzforum-Webseite zur Verfügung. Und sollte es zu technischen Problemen kommen, wir hoffen natürlich nicht, dann wenden Sie sich ebenfalls an das Fragenportal der Netzforum. Dans ce cas, n'hésitez pas, s'il y avait des problèmes techniques, à les annoncer sur le portail. Voilà pour la technique maintenant. Mais avant de vous donner un aperçu du programme, eh bien, je donne la parole à notre hôte. C'est le CEO de Swissgrid, Yves Zumwalt. Bienvenue. Merci Mireille. Also, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et messieurs, Ladies and Gentlemen, also die Notmaßnahmen bei der Swissgrid tragen wir eine Maske, bis wir voilà, on porte un masque chez Swissgrid jusqu'à ce qu'on soit en poste et je suis en poste. Gentili signore, first of all, a warm welcome from my side to the Netzforum. I have to speak a little bit in English because I've seen that we have some partners from Europe which are also there today. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir uns digital treffen können. Leider, ich wollte mit euch, also physisch. Donc je me réjouis qu'on se rencontre au moins en ligne. J'aurais préféré une rencontre en présentiel, évidemment, mais ce n'est pas encore possible. Donc voilà, il faudra se contenter d'une approche en ligne. Dès que la pandémie sera terminée, bien entendu, nous pourrons à nouveau nous rencontrer. Donc Mireille Jaton va nous accompagner aujourd'hui et je m'en réjouis et je tiens à la remercier. Elle fait toujours un très bon travail. Et le Forum des réseaux est très important pour nous. L'année dernière, il n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Cette année, nous avons décidé de l'organiser, mais en ligne, et j'espère bien que la technologie va fonctionner. Donc, la devise du forum, c'est concevoir aujourd'hui l'énergie pour demain. Et après la décision du Conseil fédéral, eh bien, il est évident que nous avons des défis à relever et nous voulons justement en parler avec vous aujourd'hui, qu'il s'agisse du niveau stratégique, du niveau européen ou encore en ce qui concerne finalement notre avenir numérique et tout ce qu'il va nous apporter. Va nous apporter beaucoup de challenges. Il faut avouer qu'on est en train de changer d'un modèle avec des productions qui sont centralisées ou décentralisées dans certains endroits du pays vers des productions qui sont d'un côté décentralisées auprès des clients finaux et de l'autre côté avec une centralisation qui est de plus en plus grande au niveau européen si on regarde comment les répartitions des productions sont en train de se faire.
c'est-à-dire au nord du continent européen, beaucoup de puissances éoliennes installées, au sud du continent européen, beaucoup de photovoltaïques installés, et nous, on se trouve là au milieu où on doit s'échanger toute cette énergie et s'assurer que le transport fonctionne correctement. Pour cela, on doit moderniser le réseau. Et moderniser le réseau, ça signifie de prendre en compte tous ces changements qui apparaissent aujourd'hui dans le réseau, que ces changements soient faits au niveau international, les changements au niveau national et également au niveau des distributeurs pour pouvoir définir quel réseau a besoin la Suisse pour son futur. Un réseau performant et un réseau stable, c'est l'objectif que tous les TSO ont aujourd'hui. On veut assurer la fondation du système électrique et s'assurer que ce réseau dans son ensemble fonctionne. En 2015, nous avons présenté notre réseau stratégique 2025 avec des scénarios énergétiques. Nous avons fait des calculs aussi bien de marché que techniques et ça a défini tous les projets que nous avions besoin aujourd'hui pour pouvoir assurer la stabilité de ce réseau et assurer également les capacités de transport. Nous recommençons cet exercice cette année où nous allons définir ensemble aussi le réseau 2040 et pour ça, nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Nous avons besoin de l'aide de nos collègues à l'étranger, de nos amis TSO. Nous avons besoin de l'aide de nos distributeurs, des producteurs, des cantons et des communes pour pouvoir définir quelle est la meilleure configuration du réseau que la Suisse aura besoin dans le futur pour rester aussi interconnecté dans le réseau européen. Pour cela, on a besoin d'avoir les points d'injection et de soutirage au niveau de nos frontières, au niveau de nos 140 nœuds qu'on a en Suisse et de définir comment ces nœuds sont connectés ensemble. Et cette collaboration, on la cherche avec vous tous pour être sûr qu'on définisse le meilleur, autant pour la Suisse que pour le réseau européen. On veut que ce système reste stable et qu'on soit les meilleurs possibles aussi dans le futur. La Suisse aujourd'hui est déjà dépendante de l'importation. Nous importons aujourd'hui, en hiver, en heure creuse, une partie de l'énergie dont nous avons besoin. Et en été, nous exportons aussi cette énergie. Ça signifie que l'interdépendance entre les différents acteurs du marché est aujourd'hui déjà là. Et nous devons nous assurer que cette interdépendance, elle ne conduise pas à des problèmes sur notre réseau qu'on exploite ensemble avec nos collègues. Und ich sage immer, also das schweizerische Netz. Et je dis toujours que le réseau suisse n'existe pas. En fait, il n'existe qu'un seul réseau européen. Et le deuxième point, c'est l'Europe. Interesting to talk a little bit about Europe and the interconnection and also the development of the grid and the market in Europe. As you all know, Greece invented democracy in the past, but Switzerland, Germany, and France, we invented the market, the power market, because in 1958 we integrated our two grids together in Laufenburg, and this is an historical milestone of the history of the European interconnected grid. So in Star of Laufenburg, we interconnected in 1958 all the grids together to introduce a power market. That means we have something to do also with history. And as you all know, Switzerland is located in the middle of the Europe, and we are interconnected today with 41 tie lines with our neighboring countries. That means that we are first very well integrated from the technical point of view, but we also need to operate the grid with the same rules as our colleague in Europe. And the stability of the grid is based on the principle that all the TSO, the 43 TSO in Europe, have to apply the same rules to ensure the stability of the whole system, because we are controlling the tension, the voltage, and the frequency. And this is two vectors which are very important for the stability of the grid, because the high voltage grid is the foundation of the whole electrical system we have today. So, Europe is implementing the third energy package today, and they will start soon to implement the clean energy package. But what we see is that there is a discrepancy now
between what Europe has decided to implement and what Switzerland has decided not to implement. That means we decided to as Miriam said, to throw away the institutional agreement, and the consequences are that we are also throwing away the agreement for electricity at the same time, because it's not possible to disconnect all the two sectors. That means that Swissgrid was and is still committed to ensure that we are well interconnected and that the whole system is working properly. This is our commitment today, and we are looking for solution now, because I guess we need to put in place some technical solution to ensure that Europe can develop its own electric market in the future, and that Switzerland can also operate its grid very safely. And that means we have to put in place some new contractual connection together to ensure that all of us can also operate the grid on a safely manner. So integration in the European market, so I guess Swissgrid did a lot in the past, and we will continue to participate to this development, because it's also our interest that everything is going smoothly at the European level on one side, and on the other side that we are trying to implement at least the same rules if we can. And we have to separate now the technical grid of the development of the market, because I think it will be even more difficult for us to be part of the development of the market coupling, for instance. But at the end of the day, so I think all the TSO are aware that we have to work together, and we have to find a sustainable solution also for the future. Der nächste Punkt ist die digitale Welt. L'univers numérique. Et là, je crois qu'avec la pandémie, nous avons tous appris à travailler dans ce nouvel environnement, et cela a conduit à un changement de mentalité. La pandémie a été un catalyseur pour la numérisation, mais aujourd'hui, on peut faire donc du travail à domicile, du télétravail. Des événements en ligne ont lieu. On peut nous suivre pas en présentiel, mais en virtuel. Et pour moi, personnellement, je dirais que cet univers est très ennuyeux, plutôt rébarbatif, parce que l'échange en présentiel est nettement plus sympathique. Alors, chez Swissgrid, nous avions déjà entamé cette transformation dès 2017 lors de notre déménagement ici à Aarau. Et nous avons implémenté deux choses. Déjà, ces places de travail flexibles, d'une part, et d'autre part, nous avons beaucoup travaillé au niveau de la culture d'entreprise chez Swissgrid. Et ces deux éléments ont fait en sorte que le télétravail fonctionne sans problème. Et d'ailleurs, les collaboratrices et les collaborateurs déjà savaient finalement approcher ces nouvelles solutions pour exercer leur travail. Maintenant, la numérisation, ce n'est pas seulement le télétravail et travailler depuis chez soi. Ce n'est pas que cela, parce que la numérisation propose aussi de nouvelles solutions pour l'avenir et pour le réseau. Et la plateforme Equigi a été lancée en Suisse avec nos collègues d'Europe orientale. On le voit donc, on a une collaboration très étroite avec eux, avec l'Europe orientale. Et cette plateforme est là pour que cet univers décentralisé puisse être connecté avec le reste du monde en quelque sorte. Alors, c'est ce que nous faisons grâce à la technologie de la blockchain, avec pour objectif que nous nous servions de tous les moyens possibles pour stabiliser le réseau. Par exemple, la production décentralisée, le stockage, les véhicules électriques, les pompes à chaleur, pour que finalement l'énergie qui provient de ces sources soit stockée dans un pool pour être ensuite remise à disposition. Mais ce n'est pas tout non plus. Nous avons beaucoup d'autres projets dans le domaine du numérique également. Nous voulons l'automatisation de l'exploitation de la gestion des réseaux, donc des solutions nouvelles pour que côté réseau, donc les solutions soient de plus en plus automatisées.
Nous voulons également un système de décision en 3D. Ça, c'est quelque chose qui nous permettra de mieux piloter le réseau aussi. Robotic Aviation, nous voulons également nous en servir pour la maintenance et le contrôle. Et nous avons également lancé un nouveau système de géo-information en 3D. Donc, vous le voyez, il y a énormément de projets dans le numérique et je suis confiant et je pense bien que ces systèmes nouveaux nous apporteront de nouvelles solutions et nous aideront pour l'avenir. Notre objectif de SwissGrid, c'est d'être au premier plan, tout simplement parce que nous avons les capacités dans notre entreprise d'avancer sur ce chemin, mais il est évident que la cybersécurité est éminemment importante parce que, en même temps, cette cybersécurité doit être un pilier central, finalement, de nos efforts pour sécuriser le tout. SwissGrid est une société jeune et nous fêtons nos 15 ans d'existence aujourd'hui. Il s'est passé énormément de choses en ces 15 années passées. Nous avons fait énormément de choses. Nous avons repris le réseau. Nous avons assumé la responsabilité des gestionnaires des réseaux et avons implémenté de nouvelles solutions. Et j'espère bien que nous sommes devenus un partenaire fiable pour vous. C'est quelque chose qui me tient à cœur en tous les cas. Et j'espère bien que nous allons pouvoir élaborer de nouvelles solutions ensemble, que nous pourrons les implémenter ensemble, pas seulement pour le bien de nous, mais aussi pour le bien de la Suisse entière au bout du compte, parce que c'est à nous d'assurer qu'en Suisse, l'approvisionnement et sa sécurité d'approvisionnement soient au rendez-vous, notamment aujourd'hui. Si nous voulons lancer des solutions numériques, il faut de l'électricité, mais ensemble, je pense bien que nous arriverons à atteindre ces objectifs. Alors voilà, merci de m'avoir écouté pour cette introduction et je repasse la parole à Mireille et bon succès aujourd'hui. Cette introduction qui nous a menés au cœur du sujet. Ja, unter dem Motto heute die Stromzukunft. Sous le signe, aujourd'hui, concevoir l'approvisionnement en électricité de demain se cache beaucoup d'éléments clés. Voici notre programme. Nous aurons deux blocs principaux. Dans le premier bloc, qui sera surtout consacré à l'Europe et au tournant politique et énergétique, nous aurons un exposé de Benoît Reva, qui est directeur de l'OFN, et ensuite nous aurons un débat sur la stratégie énergétique 2050. Ensuite, il y aura une pause café et lors du deuxième bloc, à partir de 10h45, nous allons approfondir les sujets suivants. C'est Sonia Twoik, secrétaire générale ENTSO-E, qui nous parlera de l'importance des solutions techniques et politiques d'un point de vue européen pour les pays non membres de l'UE. Et bien entendu, elle nous parlera aussi des conséquences de la décision de la semaine dernière. Et dans le débat qui suivra, nous en discuterons encore une fois. Donc c'est certainement un programme de haut voltage, je dirais. Et pour ne pas perdre de temps, eh bien, commençons immédiatement avec l'exposé dont le contenu finalement est intéressant pour tout le monde. 4 années après l'acceptation de la stratégie 2020 et actuellement, après le refus du Conseil fédéral de signer finalement, d'accepter l'accord cadre, quels sont les défis de l'absence de ce traité avec l'UE. Encore une fois, pendant l'exposé lui-même, vous pouvez poser vos questions sur notre portail et ensuite, nous reviendrons sur certaines de vos interventions. Et maintenant, je passe la parole au directeur de l'Office fédéral de l'énergie. Soyez le bienvenu, Benoît Reva. Je vais tenir un exposé synthétique et je vais essayer d'afficher le plan de cet exposé. Tout d'abord, quelques mots pour la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050. Ensuite, je présenterai les principaux résultats des perspectives énergétiques 2050+. Puis, je vais parler
du sujet le plus important en préparation, la révision de la loi fédérale sur l'approvisionnement en énergie, donc la loi fédérale sur un approvisionnement sûr en énergie renouvelable. Ensuite, dire 2-3 mots également sur l'accord sur l'électricité. C'est en 2018 qu'est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'énergie. Et la grande question de l'époque était celle de savoir comment la Suisse, après la fin de l'exploitation du parc des centrales nucléaires, allait pouvoir trouver des solutions permettant d'assurer l'approvisionnement en électricité avec des énergies renouvelables. Depuis, pas mal de choses ont bougé. En août 2019, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse, à l'horizon 2050, n'allait pas émettre davantage de gaz à effet de serre que ce que les accumulateurs naturels et techniques pourraient absorber, c'est-à-dire l'objectif du zéro net de CO2. Ce qui constitue un challenge supplémentaire, nous y reviendrons, parce que cela signifie décarbonisation, et décarbonisation rime avec électrification. Quelles sont les questions sur lesquelles nous travaillons sur le terrain réglementaire? Nous avons deux outils, deux boîtes à outils dont nous disposons, les mesures de réglementation et d'autre part les mesures volontaires. Tout d'abord, la nouvelle loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité sûre reposant sur les énergies renouvelables, ce qui exige une révision de la loi sur l'énergie et une révision de la LAPEL, l'approvisionnement en électricité. Ensuite, la stratégie réseau électrique qui est entrée en vigueur au mois de juin 2019. Cette loi, ou plutôt cette stratégie sur les réseaux électriques, crée de nouvelles bases pour le développement des réseaux, pour que les réseaux puissent monter en puissance en temps et en heure et puissent être transformés en fonction des besoins présents et futurs. Et donc, qu'on tienne compte notamment également des coûts supplémentaires pour les lignes aériennes par rapport aux lignes enterrées. Pour la loi sur le CO2, je n'en parlerai pas. On va voter tout prochainement dessus. C'est le 13 juin. Beaucoup d'affiches, beaucoup de communication, beaucoup de médiatisation sur cette loi sur le CO2. Et c'est le 13 juin que le souverain va décider si cette loi va entrer en vigueur le 1er janvier 2022 ou pas. Ensuite, nous travaillons également sur un projet d'approvisionnement en gaz, la loi sur l'approvisionnement en gaz. La consultation est achevée. L'objectif de cet objet, qui a été mis en consultation, c'est d'assurer la sécurité juridique sur le marché du gaz. Dans l'entretemps, la Comco a pris une décision qui va dans le sens d'une ouverture de facto du marché du gaz. Sur la base des résultats de la consultation, nous sommes en train de retravailler le projet et l'objet est donc non seulement d'assurer la sécurité juridique du marché du gaz, mais également de contribuer à transformer l'exploitation de la ressource gaz en Suisse dans le contexte et dans le sens d'une stratégie énergétique et climatique. Au plus tard, en 2022, nous devrions pouvoir compter sur une décision du Conseil fédéral sur cette loi sur le gaz. Enfin, la réglementation sur la redevance hydraulique, la réglementation actuelle court jusqu'en 2025 et c'est une condition cadre importante pour la ressource hydraulique en Suisse. Donc ça, ce sont les grands thèmes sur lesquels nous travaillons actuellement du point de vue de la réglementation. En même temps, nous mettons en œuvre toute une série de mesures volontaires, aussi bien côté consommateur, utilisateur, et au niveau du développement des renouvelables, avec ou à travers les programmes d'énergie suisse, des programmes de recherche continuent d'être en première ligne et sont exigeants, ambitieux. Nous avons introduit un nouveau programme qui vise
à soutenir la recherche appliquée en matière de renouvelables et nous avons toujours un programme qui soutient les projets qui sont prêts à être commercialisés au niveau des renouvelables. Pour faire avancer ces différentes mesures, nous avons besoin de bases. Nous avons les statistiques énergétiques, les statistiques sur l'électricité qui nous permettent une considération ex post. Nous faisons des études de system adequacy, donc d'adéquation système, pour voir quel est le degré de robustesse du développement et le degré de robustesse de la mise en œuvre de la stratégie énergétique. Ensuite, nous faisons un monitorage annuel et à la base de notre politique énergétique, il y a les perspectives énergétiques. À la fin 2020, les nouvelles perspectives énergétiques ont été publiées. Il faut savoir à cet égard que ces perspectives n'entendent pas avoir un caractère prédictif. Ce sont des analyses, ce sont des projections, et elles ont le mérite de nous montrer comment on peut approcher d'un objectif zéro net, c'est-à-dire d'une décarbonisation totale de la Suisse, en mettant en œuvre des technologies qui soit existent déjà ou qui sont en passe d'être commercialisées. Donc on ne mise pas sur des technologies exotiques ou farfelues. Tout ceci sous-tend l'ensemble de notre politique énergétique et nous permet d'adapter et de compléter les différents objets et les différentes réglementations et lois si nécessaire. Puisque nous travaillons dans l'objectif d'une décarbonisation de la Suisse à l'horizon 2050, il faut savoir que techniquement c'est faisable, cela entraîne des coûts supplémentaires, mais cela implique une montée en puissance considérable de l'électrification, ce qui en retour signifie que la production d'électricité et l'approvisionnement en électricité devront tous deux augmenter. Augmenter en Suisse parce que l'augmentation de la consommation globale ira de pair avec la décarbonisation et l'électrification. Dans un scénario zéro net, la consommation atteindrait 84 TWh à l'horizon 2050. Sont contenus dans ces 84 TWh la consommation notamment du parc automobile électrifié, des pompes à chaleur. Ces véhicules électriques, dans ce scénario, représenteraient 3,5 millions de véhicules pour l'ensemble du parc, toujours à l'horizon 2050, et représentent 13 TWh de consommation supplémentaire, et les pompes à chaleur passeraient de 300 000 à 1,3 million d'unités, ce qui signifie un surcroît de consommation supérieur à 8 TWh. À cet égard, il est évident qu'une augmentation massive de la production électrique en Suisse s'impose. Ce sera même incontournable. Et cette production accrue sera le fait des renouvelables et de l'hydroélectricité. Nous avons également un scénario qui calcule la durée d'exploitation des centrales nucléaires sur 50 ans et un autre scénario qui table sur une durée d'exploitation des centrales sur 60 ans. Tout ceci pour voir qu'il est possible d'atteindre un bilan équilibré, annuel équilibré à l'horizon 2050, mais ça va de pair avec des importations saisonnières, un besoin d'importer en fonction des saisons. Maintenant, comment est-ce que la production en Suisse pourra être augmentée? Aujourd'hui, pour les nouvelles renouvelables, nous en sommes à 4 TWh à peu près. À l'horizon 2050, cette production des renouvelables devrait passer à 39 TWh. Ce qui signifie que le photovoltaïque est appelé à jouer un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui.
Dans ces perspectives énergétiques, nous avons tablé sur des attentes revues à la baisse pour l'éolien, à cause des problèmes d'acceptabilité par les riverains de ces technologies, à cause de la difficulté de la planification. On est revenu à 4,6 TWh pour l'éolien. Et il y a d'autres possibilités de production d'électricité avec de la géothermie ou avec de la biomasse. Ce que les différentes modélisations nous montrent, c'est que la flexibilité sera déterminante, aussi bien au niveau de la production que de la consommation d'électricité, et qu'il faudra mettre en œuvre une intégration raisonnée et intelligente des renouvelables dans le mix électrique suisse. Pour pouvoir atteindre l'objectif du zéro net, il faudra également en passer par la mise en œuvre de technologies d'émissions négatives, parce qu'il ne sera pas possible d'éliminer toutes les émissions de CO2, notamment pour les installations d'incinération d'ordures ménagères. Certains process techniques haute température comme la fabrication de ciment, cela représente à peu près 11 millions de CO2, d'émissions de CO2 inévitables. Et ces technologies d'émissions négatives sont également gourmandes en énergie, sont énergivores, donc elles exigent une certaine consommation d'électricité, et ces technologies ne permettront de stocker qu'une partie du CO2 émis en Suisse, le reste sera exporté, et les infrastructures nécessaires à cette fin ne sont pas en place pour l'instant et demanderont donc à être construites, installées et même développées. L'objectif du zéro net CO2 signifie également qu'il faudra réduire de façon significative les importations d'énergie. Aujourd'hui, la Suisse importe à peu près 75% de sa consommation d'énergie, notamment gaz naturel et huile minérale. Les combustibles nucléaires, à l'horizon 2050, ces importations devront avoir chuté à 25% de la consommation. Nos efforts se concentreront sur le biométhane et les importations d'agents énergétiques à base d'électricité, notamment l'hydrogène. Mais bien évidemment, dans le compartiment de l'électricité, après l'abandon total de la filière nucléaire, pour faire le joint, jusqu'à ce que les renouvelables aient suffisamment monté en puissance, il faudra en passer par une augmentation des importations d'électricité. Bref, ces perspectives énergétiques constituent pour nous une base et nous permettent de prévoir et de raisonner en matière d'adaptation et d'évolution des bases réglementaires et juridiques. À cet égard, la loi fédérale sur un approvisionnement sûr en électricité reposant sur les énergies renouvelables a été retravaillée. Je rappelle que nous travaillons en deux temps. Nous avons commencé par une révision de la LAPEL, la loi sur l'approvisionnement en électricité, déclinée sur deux priorités: efficience, encouragement de l'innovation et recentrage sur les clients. Et lorsque nous avons analysé les résultats de la procédure de consultation, nous avons constaté que les retours qui nous sont parvenus indiquaient que ces objectifs étaient partagés, mais insuffisants, qu'il fallait également mettre davantage l'accent sur la sécurité de l'approvisionnement. Ce qui fait que nous avons démarré une deuxième consultation sur la révision de la loi sur l'énergie. Et à cet égard, un certain nombre d'adaptations sont prévues, et notamment une adaptation du caractère indicatif. Aujourd'hui, ces valeurs sont indicatives. Il s'agira de les rendre certaines, ces valeurs indicatives, donc de les rendre obligatoires, aussi bien en termes d'objectifs de production que d'objectifs d'efficacité. En d'autres termes, si ces valeurs contraignantes ne sont pas atteintes, elles ne seront plus simplement indicatives, et donc le Conseil fédéral aura l'obligation de soumettre au Parlement des mesures supplémentaires. Ces objectifs contraignants sont prévus pour l'horizon 2035 et pour l'horizon 2050. Nous avons également des contributions d'investissement et notamment des mises aux enchères
pour des grandes installations de photovoltaïque sans consommation propre. Et nous avons également des contributions prévues pour des projets relevant de la force hydraulique et de l'éolien. Au niveau de la révision de la LAPEL, c'est surtout l'ouverture du marché de l'électricité qui est en première ligne. Les éléments fondateurs sont contenus dans ce slide. Donc, marché de l'électricité qui doit être ouvert à toute la clientèle, mais avec un approvisionnement de base garanti pour les clients qui ne veulent pas entrer sur ce marché. Ensuite, autre enjeu, la sécurité de l'approvisionnement avec une garantie assurée par une réserve énergétique et par l'encouragement du développement des capacités de production d'électricité pendant les mois d'hiver. Et enfin, toutes les mesures de régulation du réseau, c'est-à-dire amélioration de la transparence, flexibilité, régulation Sunshine, pour permettant des solutions innovantes. Donc ça, ce sont des instruments réglementaires qui participent de la régulation du réseau et qui ont été introduits dans la loi. Pour ce qui est de la sécurité de l'approvisionnement en électricité, des mesures supplémentaires sont à l'étude permettant de développer la capacité de stockage de la ressource hydroélectrique. L'objectif est de maintenir ou de développer la capacité d'auto-approvisionnement de la Suisse en énergie hydroélectrique. Et il s'agit ici de permettre la construction de capacités permettant d'obtenir de façon certaine du courant électrique d'hiver, donc augmentation de la production électrique d'hiver à hauteur de 2 TWh d'ici 2040. L'outil mis en œuvre pour ça, ce sont des contributions d'investissement pouvant aller jusqu'à 60%. Et du point de vue technologique, tout d'abord, on privilégiera l'hydroélectricité et l'accumulation dans des lacs de barrage. Et si cet objectif n'était pas assuré, on prévoirait des enchères sans préjuger des choix technologiques. Pour la sélection des projets, une table ronde hydroélectricité a été lancée avec les cantons et les exploitants de centrales hydroélectriques pour que les projets les plus prometteurs puissent être identifiés très en amont. Au niveau de la procédure, rien ne change. Ces projets continueront d'être mis au bénéfice d'un régime de concession. Donc c'est un régime de concession et un régime de concession cantonal sur le modèle actuel qui restera d'actualité. Donc pour ce qui est du projet pour l'approvisionnement sûr en électricité en hiver, il est prévu de mettre en œuvre 3 piliers. Tout d'abord, développement de l'hydroélectricité et des centrales à accumulation. Ensuite, montée en puissance des énergies renouvelables et des capacités de production de renouvelables. Donc la production annuelle devra augmenter, y compris la production pendant la saison d'hiver. Pour ce qui est des mises aux enchères, à cet égard, des critères supplémentaires pourraient être introduits pour promouvoir et encourager tout particulièrement la production en hiver. Et ensuite, la réserve de stockage, ce sont les mesures d'exploitation, les réserves de stockage qui sont prévues comme une espèce de réserve de secours pour faire face à des aléas ou à des imprévus, des impondérables. Donc c'est une espèce de police d'assurance. C'est du lourd, c'est un gros paquet. Ces projets mis ensemble, nous prévoyons que le Conseil fédéral devrait prendre sa décision avant les grandes vacances, c'est-à-dire que le message à l'intention du Parlement pourrait être adopté tout prochainement. Et à l'automne, c'est-à-dire pendant le deuxième semestre, le Parlement pourrait commencer à travailler l'objet. Dans l'entretemps, il est prévu également de passer par une procédure fast-track, une procédure accélérée, en ce sens que une initiative parlementaire de la CEATEN, à l'initiative du Conseil national Giraud. Cette initiative parlementaire reprend les éléments principaux pour ce qui est notamment de la montée en puissance de la production de renouvelables, mais ne contient pas d'autres éléments déterminants de ce projet, notamment en matière de régulation du réseau
et les différents outils et mesures visant à accroître la sécurité de l'approvisionnement en électricité, notamment en hiver. Venons-en maintenant à l'Europe. Alors oui, la Suisse a longtemps négocié un accord sur l'électricité avec l'Union européenne. Les négociations ont démarré en 2007 déjà. Les négociations se sont poursuivies jusqu'en 2018 et ensuite elles ont été gelées en attendant une décision de portée plus générale sur l'accord cadre. Au niveau de ces négociations sur l'accord sur l'électricité, on était sur le troisième paquet, donc il eût fallu adapter le mandat de négociation pour que nous puissions terminer les négociations sur le nouveau Clean Energy Package, le CEP de l'Union européenne. L'Union européenne a dit et répété que le préalable pour la conclusion d'un accord sur l'électricité, c'était bien la conclusion d'un accord cadre, parce qu'un accord sur l'électricité est un accord sur l'accès au marché. Bien évidemment, la décision prise par le Conseil fédéral la semaine passée, qui a simplement annoncé la fin des négociations sur l'accord cadre, signifie que l'accord sur l'électricité, ce n'est pas pour demain. C'est-à-dire que dans l'immédiat, il n'y en aura pas. Pour ce qui est de Swissgrid et des acteurs helvétiques, ce que nous avons vu ces derniers mois, c'est que avec la mise en vigueur du CEP, du Clean Energy Package, le fossé juridique et réglementaire entre la Suisse et l'Union européenne n'a cessé de s'accroître. On a souvent dit et répété que la Suisse, c'était la pile électrique de l'Europe, c'était l'accumulateur, c'était la plaque tournante des échanges d'électricité européens. C'est vrai que 10% des flux sur le négoce européen de l'électricité transitent par la Suisse. Yves Zumwald l'a répété, la Suisse est extrêmement interconnectée avec 41 points de passage sur les États voisins. En même temps, la Suisse, enfin plutôt le système suisse, aussi bien le système institutionnel que le système commercial, risque de voir sa situation se dégrader, risque une marginalisation croissante. Et on le remarque déjà du fait de la participation des acteurs suisses sur différentes plateformes. Swissgrid sait plus à dire et à répéter que la coopération avec ses homologues européens devenait de plus en plus difficile. Et les boucles à travers la Suisse ont également tendance à augmenter, donc les boucles qui transitent par la Suisse pour entrent et ressortent de la Suisse, et donc les mesures de redispatch et autres nécessaires entraînent des difficultés et des coûts supplémentaires. La Suisse ne peut pas être comparée au Royaume-Uni avec ces 3 connecteurs de courant continu, avec 31 points de passage frontières. Nous sommes pleinement intégrés au réseau électrique européen, contrairement au Royaume-Uni, et les difficultés vont aller croissant à l'avenir, à n'en pas douter. Il faut toutefois souligner qu'en Europe, la régulation est en train d'évoluer extrêmement rapidement et que le statu quo n'est pas envisageable, c'est juste exclu, c'est-à-dire que si on ne prend pas de nouvelles mesures, la situation est destinée à se détériorer davantage encore. Mais du point de vue de la technique électrique, de la technique des réseaux, nous sommes étroitement interconnectés avec tous les États voisins. Nous avons notre propre politique énergétique, mais les objectifs de notre politique énergétique sont analogues à ceux de nos homologues européens. Les challenges sont également très voisins. Nous restons un partenaire incontournable pour l'Union européenne sur d'autres compartiments que l'électricité, l'espace Schengen par exemple. Nous continuons, nous les Suisses, d'entretenir plus de 100 accords bilatéraux avec l'Union européenne.
Et la sécurité de l'approvisionnement, la sécurité du réseau ne pourra être assurée que moyennant concertation et accord entre les deux parties, donc concertation mutuelle. En d'autres termes, l'accord sur l'électricité, c'était l'un des wagons du train qui s'appelle accord cadre. Nous attendons maintenant les réactions de l'Union sur l'accord cadre pour pouvoir définir la suite des opérations, pour trouver un modus operandi et même un modus vivendi avec la Commission, avec Bruxelles, avec les États voisins, et donc pour prendre de nouvelles mesures qui seront indispensables. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être plus simple, surtout ça va de toute façon coûter plus cher, mais il y a des pistes, il y a des solutions pour relever ces défis et pour garantir la sécurité de l'approvisionnement, et ceci en bonne entente avec nos voisins. Voilà, je m'en tiendrai là pour cet exposé. C'est avec plaisir que je répondrai aux questions s'il y en a. D'ailleurs, je ne doute pas qu'il n'y en aura pas et j'attends avec intérêt la discussion avec les différentes parties prenantes. Merci beaucoup de votre attention. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Reva, für Merci diese à vous, Ausführungen. Sie Monsieur sagen, Reva, es pour wird vos nicht explications. einfacher, Vous avez es dit wird que ça n'allait teurer, pas aber es devenir wird plus Wege simple, ça geben. allait en tous Und les wir cas wollen devenir sehen, plus welche cher et plus Fragen compliqué. Alors voyons eingekommen maintenant sind. voir Erste Frage quelles an Sie questions ont wäre, été posées. La première, wie c'est la riskant suivante. ist die À quel Importstrategie, point wenn la die stratégie Nachbarländer d'importation auch est-elle auf diese Strategie risquée? setzen und gleichzeitig Et in en allen même Ländern temps, eine comment Stromknappheit herrscht? est-il possible en fait de s'assurer son approvisionnement alors que la raréfaction, la pénurie d'électricité se fera sentir partout en Europe? Alors j'ai bien insisté sur la nécessité de flexibilité du système suisse. Wir müssen alles dran setzen. Donc Wir il reden faut viel tout von faire zusätzlicher Produktion. dans ce wenn man but da et il faudra die miser sur Stromversorgungssicherheit des erwähnt. productions Insbesondere in der politischen supplémentaires. Debatte wird Notamment sehr dans le rasch auf débat Produktion politique, gesetzt. on Aber man muss mise tout das sur la systemisch production. betrachten Mais il faut und regarder tout sowohl le die système dans son Produktion, ensemble. die zur Tant Verfügung la stehende production als est die importante que Netzkapazitäten, la die capacité des réseaux ainsi que la capacité de transformation des réseaux. Et ce qu'on a tendance à was da auf der oublier aussi, Verbraucherseite c'est gemacht ce werden qui se kann. passe du côté de la Und consommation. natürlich können wir Alors nicht évidemment, nur auf Importe on ne setzen. peut pas tout Und miser entsprechend die sur verschiedenen les imports. Elemente, Et il die y a in bien der plusieurs Vorlage éléments vorgesehen sind, also in le der projet Revision qui sont des prévus et dans Stromvergehen la sollen da révision eine Antwort oder einen Teil der Antwort dazu du bringen. projet. Also Donc, die cela Speicherreserve apporte soll un dazu élément de dienen, réponse. dass Donc man le stockage gewisse supplémentaire doit Mindestgrößen in servir der Schweiz à vorbehält avoir une für quantité, disons, donnée schwierigste Situation pour la Suisse in der pour Versorgung, heißt die parer le zweite plus Hälfte des, rapidement Winters. aux Dann, éventuelles pénuries diese en Suisse. Ensuite, zusätzlichen 2 Terawattstunden ces 2 Speicherkapazitäten, die terawatts sollen auch supplémentaires de dazu capacité de dass stockage man doivent également auch dank servir zusätzlichen gegebenenfalls à Grundspeicherkapazitäten faire en sorte d'augmenter die donc le volume. Il y a aussi les capacités de pompage-turbinage que l'on peut augmenter et assurer davantage de stockage d'électricité. Maintenant, l'analyse des risques bougera avec le temps. Par le passé, on parlait de pics de consommation, mais entre-temps, on sait que l'évolution est beaucoup plus complexe entre ce qui est centralisé, n'est pas centralisé au niveau de la production. Donc, il doit y avoir une péréquation en quelque sorte entre ces différents éléments. Je pense qu'il y aura trop d'électricité disponible sur certaines heures et pas assez sur d'autres heures. Donc l'objectif de l'approvisionnement, ce sera de trouver l'équilibre en faisant preuve de flexibilité au niveau du stockage et de la consommation.
et il faudra augmenter les capacités des réseaux. Celle-ci est en français. Pas de problème pour vous, bien sûr. L'énergie éolienne aura une place importante dans la stratégie énergétique 2050, mais fait face à de fortes oppositions. Est-ce que l'OFEN n'aurait pas un rôle à jouer pour informer la population de l'importance de cette énergie durant la période hivernale? Alors, merci de cette question. Oui, nous avons un rôle à jouer. Nous le répétons souvent, systématiquement. L'avantage de la production éolienne en Suisse est sa complémentarité aux autres sources avec un profil de production hivernale. Nous avons différents programmes qui sont en cours. La problématique est une problématique d'aménagement du territoire et de procédure de permis de construire. Nous avons heureusement les premières décisions du tribunal fédéral sur la base de la pesée des intérêts selon l'intérêt national, et ce sont des décisions qui sont favorables au projet en question. Ça va nécessiter qu'il y ait un peu de temps pour que cette pratique s'installe et que l'on dispose d'une jurisprudence qui va permettre à différents projets de débloquer ces autorisations. Merci bien, Monsieur Revan. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la discussion. À tout à l'heure. Merci. Und jetzt kommen wir zu unseren Et ersten passons maintenant Umfrage. à Die notre Mentimeter-Umfrage. première Um enquête teilzunehmen, müssen Sie sich Mentimetre. einloggen Donc il mit faut diesem Link s'enregistrer oder mit grâce dem à cet QR-Code. hyperlien ou alors Pour avec le participer, code il QR. suffit de cliquer sur le lien et de suivre les instructions. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich wieder Maske Et trage. vous voyez Denn wenn pourquoi wir je zu porte zweit un hier masque, sind, parce que si ist nous das- sommes à deux ist sur das le die Regel, plateau, n'est-ce pas, eh Isa? bien Merci de c'est me la rejoindre. règle. Donc, Sind Sie gespannt, wie unsere Zuschauer die ganze Problematik alors sehen in j'imagine dieser que vous Umfrage, brûlez Isa? d'écouter Es les stehen ja réactions verschiedene des Herausforderungen téléspectatrices an, et les wie wir eben gehört haben. téléspectateurs. Il y a pas mal de changements qui se sont annoncés. Effectivement, il y a énormément de spécialistes de la branche qui nous écoutent. Donc, il y a le côté gestion Ich des glaube, réseaux. Sie hören Sie nicht gut. Je crois qu'il y avait un problème de son. Ce sera mieux avec ce microphone, So effectivement. geht's besser mit dieser ganzen Parce Maske. que c'est Ja, vrai jetzt qu'avec le hören masque, Sie sich viel on ne besser. vous entend pas Also bien. meine Frage war nochmal, wie gespannt Alors, Sie sind auf die Einschätzung von Vous unserem Publikum. brûlez d'écouter les estimations de notre public, tout à fait. Oui, je crois que d'un côté, on a beaucoup de spécialistes de la branche qui sont en Europe et qui sont en Suisse à nous écouter. Et je crois que tous les grands problèmes sont posés, on les connaît. Alors, voyons voir, justement, puisque vous avez déjà commencé à donner vos avis. Alors, où se situent les défis les plus importants pour le succès de la stratégie énergétique 2025? Donc, tout le monde peut voter et jusqu'à présent, à peu près 60 personnes se sont exprimées et la politique, c'est le plus important d'après les estimations au niveau des défis. C'est une surprise, Yves? Non, je crois qu'on a fait un bon boulot. Je crois que tout le monde a bien compris que côté politique, il va falloir trouver des solutions, pas seulement en Suisse, mais pour l'intégration dans l'Europe également. Et on vit avec une loi en Suisse qui a été développée en 2008. Donc, c'est vrai que depuis 2008, il s'est passé beaucoup de choses en Europe, évidemment. Et Benoît a du pain sur la planche, hein, je dirais. En tous les cas, je crois que côté finance, il faut faire un petit peu attention. La branche doit rester captivante. Alors, il y a tout un débat autour des watts, mais du point de vue de la technique, je comprends ce qui est dit. Nous sommes tous techniciens dans cette branche. Donc, franchement, c'est un petit peu notre marotte, trouver
trouver des solutions techniques. Techniquement, je crois qu'il y aura des solutions et c'est ce que l'on observe avec nos collègues européens. Quand il s'agit de solutions techniques, on en trouve toujours. Mais côté politique et régulation, là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ces résultats. La politique doit donner les bons signaux. Il s'agit d'avoir les bonnes incitations pour investir dans la production nouvelle en Suisse. Il va falloir remplacer aussi l'énergie nucléaire qui va être abandonnée. Alors, tout le monde n'a pas encore voté, mais il est évident que la politique ne pourra jamais être dépassée. Le résultat est très, très clair et nous pouvons déjà passer à la question suivante. La voici. Quel est le design du marché qui sera nécessaire ou avec quels moyens faut-il évoluer? Alors, une régulation centralisée avec au moins 2 térawatts en plus en réserve, ou alors réponse 2, pas de nouveau design du marché est nécessaire, ou réponse 3, tout simplement, il faut augmenter les capacités d'importation, ou alors, quatrième réponse possible, il nous faut un modèle sans subvention. Et tout de suite, on voit que c'est une colonne en rose qui est gagnante. Yves, qu'en penses-tu? Vous avez encore un petit peu de temps. Yves, quel est le design du marché dont on a besoin, à votre avis? Je suis allé en Chine il y a 3 ans et je dois dire que le modèle chinois fonctionne également. C'est l'État qui décide tout. Mais nous ne sommes pas en Chine ici. Donc on voit l'évolution en Europe. Donc il est évident que ça va dans la direction de l'absence de subventions. Et c'est un petit peu l'objectif que poursuit l'Europe d'ailleurs. Il y a un équilibre entre les 4 réponses, on dirait. Ah oui, on voit vraiment un grand écart qui se dessine là dans les résultats. Aber die beiden Welten funktionieren kaum gut zusammen. Also irgendwann müssen wir eine. Mais il va falloir prendre une décision. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Und man sieht vielleicht, also mit diesem Spagat sieht Peut-être man avec ce die grand Herausforderung der écart, Schweiz. quels Also sont les einerseits, défis es gibt ganz links, man qui attendent la Suisse. Donc tout à gauche, on veut quelque chose de centralisé avec beaucoup de domaines régulés, avec la réserve de l'énergie, et puis la Suisse toute seule au milieu de l'Europe, et de l'autre côté, à l'inverse, c'est l'intégration complète de la Suisse dans l'Europe et dans son modèle de marché. Mais à un moment donné, il faudra bien prendre une décision. Mais c'est vrai que ces 2 directions sont coude à coude. 73 personnes se sont déjà exprimées, mais on voit bien la problématique des 2 côtés. Très peu de personnes disent qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau design de marché. Ils sont en minorité. Oui, je ne crois pas que ce soit durable non plus. Dans ce cas, passons à la question suivante. Je crois qu'on peut, n'est-ce pas? OK. Voici la prochaine question. C'est plutôt une affirmation. Alors, j'attends l'affichage. Voilà. Nous exploitons le réseau d'électricité en Suisse, en autarcie à l'avenir. Alors, il y a 3 réponses possibles. La première, techniquement, c'est impossible. Deuxièmement, disons qu'une autarcie la plus forte possible, ce serait le but. Et troisième
solution, eh bien, un traité sur l'électricité avec l'Europe, ce serait la meilleure solution. Yves, c'est ce que vous dites depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais on n'a pas l'air que ça aille dans ce sens. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On a enfin compris que tout est intégré dans l'électricité. Et il faut également dire que plus le réseau est grand et plus il est stable aussi. Vous avez dit au départ qu'il n'y avait pas de réseau uniquement suisse, mais simplement un réseau européen. Effectivement, c'est une fondation qui est continentale. Et le 8 janvier, il y a eu donc une panne en Croatie, une panne générale. Heureusement, les automatismes ont très bien réagi, mais je crois que les 41 unités, tout simplement les découpler de l'Europe, ce n'est pas une option à mes yeux. Mais on voit qu'il y a une colonne à 12 en bleu et l'autre en jaune à 12 également. C'est plutôt côté production qu'on devrait essayer d'atteindre une certaine autarcie. Bon, c'est vrai que je comprends cela, mais simplement, techniquement, se débrancher, non, ce n'est pas souhaitable. Mais est-ce que c'est possible? Il y en a 13 qui disent non, ce n'est pas possible. C'est possible, mais il faudrait vraiment utiliser toutes les limites sur toute l'année de la production disponible. Il faudrait stabiliser le tout pour la Suisse. Il y a des îles qui fonctionnent comme ça. Mais en fait, c'est contradictoire par rapport à la stratégie 2025, tout à fait. Et ce serait finalement agir contre la volonté de la population. Bien, je pense que... Mais je ne crois pas à cette solution, je tenais à le dire. En tous les cas, nos téléspectatrices et téléspectateurs ont une idée très claire. Eh bien, merci en tous les cas. Passons à la question suivante. Quelles sont les conséquences que vous seriez prêt à accepter si ça ne marche pas très bien? Alors, il y en a qui disent non, non, je préfère m'abstenir. Alors, première réponse, quelques interruptions du réseau sont envisageables ou bien, disons qu'une augmentation massive des prix de l'électricité, je serais prêt à accepter cette conséquence, ou alors des privilèges à l'achat d'une batterie privée pour chaque ménage suisse et pour terminer, eh bien, des économies, des limitations de l'accès au réseau électrique en Suisse, finalement. Donc, on voit qu'on est prêt à payer le prix, en fait. If you roll the dice, you pay the price. You pay the price. Eh oui, c'est comme on dit en anglais. Donc, les interruptions occasionnelles, personne n'en veut. Hein. Wir setzen alles daran, das zu vermeiden. Ah, eine Person wäre... Ah si, quand même, une personne est prête à supporter finalement ces ruptures occasionnelles. C'est impressionnant. Ça vous étonne, Yves, ces réactions que l'on observe? Je suis un petit peu étonnée, oui, parce que des augmentations massives de prix, je crois que pour la production, ce serait une bonne chose, parce que comme cela, on obtient de nouvelles incitations. D'un autre côté, le porte-monnaie, c'est comme un organe interne des Suisses. Alors, ça fait toujours très mal quand il faut dédier un petit peu sa bourse en Suisse. Donc, je crois que ça, c'est la conséquence de ce que nous devons obtenir comme résultat. Il va falloir construire et renforcer nos infrastructures d'électricité en Suisse à la suite de ce non à l'accord des bilatérales. Voilà, donc ça aura une influence sur le porte-monnaie, c'est évident. Mais en tous les cas, l'électricité, c'est suffisamment important que pour qu'on soit prêt à supporter une hausse des prix. C'est intéressant, effectivement, parce que quand tu achètes une raclette, le fromage, c'est 100 francs, admettons,
3 bouteilles de vin blanc. Après, tu vas en montagne. Et ensuite se pose la question, tu payes combien pour faire fondre le fromage? Et quand tu as déjà investi 200 francs pour le vin et le fromage, alors on voit un petit peu combien on serait prêt à payer pour avoir l'électricité dans sa prise au bout du compte. En tous les cas, il n'y a pas d'incitation à économiser l'électricité jusqu'à maintenant. Et la batterie à la maison, c'est aussi une possibilité, effectivement, que les foyers, les ménages soient indépendants du réseau. Maintenant, il faudra aussi payer la facture du réseau de toute façon, parce qu'au bout du compte, quand la batterie ne fonctionne plus, l'électronique ne marche pas, eh bien, il faudra quand même approvisionner en électricité avec des solutions de rechange ou d'urgence. Et limiter finalement la consommation d'électricité, on le fait quand il y a un problème déjà. Et puis les interruptions, moi je ne voudrais pas faire cette expérience, ce serait catastrophique franchement. De toute façon pour l'économie, mais aussi pour les ménages particuliers, ce serait une catastrophe. Donc c'est vraiment pas dans cette direction qu'il faut aller. Au contraire, il faut tout faire pour éviter les interruptions. Mais voilà. You pay the price, comme on disait tout à l'heure. Mais je dirais que ça nous donne une bonne situation de départ pour le débat à suivre. Tout à fait. Eh bien, merci d'avoir participé à cette enquête qui nous a apporté beaucoup de renseignements. Et maintenant, nous allons démarrer le premier débat. Et les 25 prochaines minutes, nous allons échanger sur les solutions innovantes pour contribuer au succès de la stratégie énergétique 2050. Et pour ce débat, eh bien, en direct, nous allons accueillir à nouveau M. Benoît Reva. Où est-il? Il est ici, parfait, directeur de l'Office fédéral de l'énergie, comme on l'a entendu tout à l'heure. Le projet de la loi fédérale sur l'approvisionnement en énergie et sa sécurisation, eh bien, c'est notre sujet. Aussi, il y a Renato Tami, qui est directeur d'Elcom, qui est là, donc la commission sur l'électricité, donc c'est l'autorité de régulation indépendante dans l'électricité. Bienvenue, Monsieur Tami. Ensuite, nous avons Christoph Brandt, qui est CEO de Axpo Holding. Axpo, c'est le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Suisse et leader sur le marché dans l'exploitation des parcs éoliens et photovoltaïques. Bienvenue. Et pour terminer, Jacques Moron. Un fournisseur d'énergie fribourgeois qui dispose de la plus grande puissance photovoltaïque raccordée sur le réseau de distribution. Bienvenue, Monsieur Moron. Bonjour. Messieurs, avant de parler de la stratégie énergétique 2050, on va tout de suite commencer par poser la question qui fâche. Comment qu'on va faire sans accord sur l'électricité? Monsieur Reva, vous nous avez déjà dit votre sentiment. Vous êtes directeur de l'OFEN, donc du point de vue politique, vous êtes en première ligne face à cette question, puisque l'accord cadre, eh bien, il n'y en aura pas. On le sait maintenant de façon certaine. Donc, je pose la question en grossissant le trait. Comment on va faire sans accord sur l'électricité? Quelles sont les solutions de rechange qui se présentent du point de vue de l'OFEN? Oui, merci de votre question. Machen wir auf Deutsch, auf Französisch? Donc, si vous vous exprimez en allemand, ce sera parfait, mais M. Moron a une dérogation exceptionnelle. Il a le droit de parler français et les autres sont plutôt invités à parler allemand. Monsieur Reva, voilà, merci de votre question. En fait, l'évolution de la situation va intervenir sur différents plans. La décision prise par le Conseil fédéral la semaine passée n'est pas synonyme de rupture de nos relations avec nos voisins.
Je viens de voir sur une appli, 2500 mégawatts vont être importés depuis la France sur la Suisse à 10 heures, donc 250 mégawatts importés là, juste maintenant. En d'autres termes, SwissGrid est placé face à un défi pour trouver des solutions avec les autres TSO. Il va falloir qu'on s'entende, il va falloir qu'on trouve une piste. Ensuite, tout dépendra de la suite qui sera donnée à l'absence d'accord cadre. En d'autres termes, sur quel terrain vont se dérouler les opérations avec Bruxelles, avec les États voisins, en l'absence d'un accord cadre? Pour l'instant, rien n'est décidé, mais l'intention, comme je l'ai déjà dit, ce sera de trouver à la fois un modus operandi et un modus vivendi pour assurer la sécurité de l'approvisionnement, et pas seulement la sécurité de l'approvisionnement helvétique. Il y a là un enjeu international, et pour que cette sécurité de l'approvisionnement pour tout le monde reste garantie. Ensuite, d'un point de vue purement juridique, il va falloir explorer toutes les pistes possibles pour ne négliger aucune idée, aucune solution possible pour améliorer la situation. Soit on passe des conventions de nature purement technique, soit on formalise ça dans le cadre d'autres instruments, d'autres accords. Tout ça, on va plancher dessus dans les semaines et les mois qui viennent. Mais est-ce qu'un accord sur l'électricité est envisageable à quelque part, même s'il n'y a pas d'accord cadre? Bon, pas dans la forme dans laquelle ça a été négocié jusqu'à présent. Ça me paraît peu envisageable parce que, n'est-ce pas, l'accord sur l'électricité était conçu comme un accord d'accès au marché. Et donc, le concept était le suivant: les acteurs helvétiques se voient donner l'accès au marché européen. En d'autres termes, la production helvétique, elle est assimilée à la production d'autres États européens. Mais dans l'entretemps, et surtout avec l'introduction du CEP, le Clean Energy Package, cette dimension accès au marché, elle est passée un peu au second rang et on a beaucoup plus mis l'accent sur les mécanismes de régulation du réseau avec les conséquences. Donc, on parle du MINRAM 70%, donc le 70% des capacités transfrontalières qui doivent être mises à disposition du marché. Et donc ça va de pair avec un certain nombre de challenges techniques. En d'autres termes, un accord sur l'électricité tel qu'il a été conçu jusqu'à présent, c'est-à-dire un accord d'accès au marché, ça paraît peu probable, c'est difficile à envisager. Par contre, des accords techniques pourraient s'avérer nécessaires. Merci. Je renvoie tout de suite la question à M. Renato Tami. Selon vous, est-ce qu'un accord sur l'électricité, pas seulement un accord technico-technique, il est envisageable sans accord cadre ou pas? L'Union européenne a toujours fait dépendre la conclusion d'un accord sur l'électricité de la conclusion d'un accord institutionnel, dit accord cadre. Puisque le Conseil fédéral a suspendu les négociations, ou même arrêté les négociations sur cet accord cadre, notre hypothèse, c'est de dire que la conclusion d'un accord cadre sur l'électricité, ce n'est pas pour demain, et même c'est sans doute pour jamais. Ce qui signifie que dans l'immédiat, il va falloir explorer d'autres pistes. La question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'il y a des solutions de rechange à un accord sur l'électricité? Le directeur de l'Office fédéral de l'énergie l'a bien dit. Au niveau de cet accord sur l'électricité, l'enjeu au cœur des négociations, c'était l'accès au marché de l'Union européenne. Cet accès au marché, il va falloir le passer par pertes et profits. On oublie. Donc la question, ce n'est plus l'accès au marché, la question c'est dans quelle mesure va-t-il être possible de gérer et de régler un certain nombre de questions techniques dont l'enjeu est la stabilité du réseau. Et donc, comment trouver des instruments contractuels qui permettront de régler ça? Il y a une piste
les codes de réseau des TSO européens exigent que des accords soient conclus avec les États tiers. C'est le processus dit SAFA, S-A-F-A, et on est en train de concocter des accords de coopération avec les États au nord de la Suisse et au sud de la Suisse. Ces accords sont en négociation. Ils n'ont pas été conclus pour l'instant. On n'est pas encore à bout touchant. Mais si on réussit dans ces accords à mettre en place des règles de capacité qui permettent de compenser les flux imprévus en Suisse, par exemple, si de telles règles trouvent leur place, toute leur place dans ce genre d'accord, et si ces accords sont conclus en temps et en heure, alors du point de vue de la sécurité du réseau, ce sera autant de gagné. Ce sera autant de gagné, mais je ne vous cache pas que ces négociations vont être difficiles. Il va falloir négocier pied à pied. Un échec reste toujours possible. On a constaté également que la coopération est moins facile maintenant et la coopération avec l'Union européenne, à l'avenir également, ne va pas être évidente. Donc les perspectives ne sont pas roses. Christophe Brandt, est-ce que la Suisse va se retrouver marginalisée, prisonnière? Est-ce qu'elle n'a pas quelques atouts à faire valoir? Alors, bien sûr, non, on a toujours des options, on n'est jamais paralysé. En fait, il y a toujours une solution quelque part. Évidemment, nous déplorons expressément que l'accord sur l'électricité ne soit plus une possibilité. Beaucoup ont déjà parlé des retombées, des risques, des conséquences négatives notamment. Nous espérons tout simplement que les acteurs politiques helvétiques au niveau de la communauté de l'Union européenne ou des États voisins prennent clairement conscience des risques qui vont de pair avec cette absence d'accord sur l'électricité. Nous espérons surtout qu'on ne va pas courir des risques inutiles ou incalculés et qu'on refuse des solutions tout à fait valables en les sacrifiant sur l'autel de bras de fer politiques, de pression politique. Malheureusement, on sait que ce n'est souvent pas le cas. Ce qui serait opportun du point de vue technique, ce n'est pas toujours le choix politique qui est fait. Donc nous sommes inquiets, je ne vous le cache pas, mais dans l'immédiat, il ne faut pas tomber dans la sinistrose non plus. Par contre, la situation actuelle, elle n'est pas bonne. Il convient de le dire et de le rappeler. Donc la sinistrose ne s'impose pas, ça me rassure, parce que moi j'ai lu beaucoup de choses dans la presse, notamment qui allaient dans un autre sens. Monsieur Moron. Alors, la fin de l'accord cadre m'inquiète beaucoup sur les questions techniques, finalement. Je pense, et là, les solutions qui ont été abordées par Benoît Reva, par Renato Tami, font probablement partie de la solution. On a besoin d'un accord technique avec l'Union européenne pour s'entendre au niveau des réseaux. Mais il faut être bien conscient d'une chose. Sur le long terme, sur 10, 15 ans, on aura un problème d'approvisionnement pendant le semestre d'hiver. Et même si on a un accord avec les pays autour de nous, ces pays sont aussi en train de réaliser leur transition énergétique. Ça a été expliqué aussi par Benoît Reva. Si l'Allemagne sort du charbon dans les années 2030-35, comme c'est prévu, elle aura peut-être plus la capacité d'exporter comme elle l'a aujourd'hui pendant le semestre d'hiver. Et aujourd'hui, je pense que c'est un défi important auquel nous devons faire face. Il ne sera pas suffisant d'avoir un bon accord avec l'Union européenne pour croire qu'on sera tranquille en termes d'approvisionnement énergétique. Pour moi, il est urgent de développer la production en Suisse pendant le semestre d'hiver. La production qui soit renouvelable et locale. Les notions de réserve de stockage dont on parle, Speicher réservé, ne changeront rien. Si on n'a pas assez d'énergie pendant le semestre d'hiver, on peut stocker tout ce qu'on veut, on n'aura pas assez d'énergie. Il y a des moments où on aura un manque en électricité. Et ce n'est pas en 2050 qu'on aura le problème, c'est probablement dans 10 à 15 ans déjà que nous vivrons cette problématique. Donc les premiers problèmes dans 10 ans déjà, Monsieur Moron, du point de vue technique, Monsieur Zumwald, quelle issue? Bon, on voit bien aujourd'hui le grand écart entre la stabilité des réseaux, la sécurité de l'approvisionnement et le versant production d'électricité. Je crois, moi aussi, que si on peut monter en puissance en termes de capacité de production, on peut atteindre un certain degré d'autarcie électrique en Suisse. Mais pour ça, il faudra des mécanismes incitatifs
et peut-être qu'il faudra construire quelques éoliennes en passant outre les oppositions locales. Ça ne va pas être gagné d'avance en Suisse. D'autre part, on sait également que ce n'est pas gagné d'avance quand on veut renforcer le réseau, construire de nouvelles lignes, c'est des processus souvent interminables en Suisse. Mais il ne faut pas oublier que si le réseau n'est pas stable, eh bien, la production et les gérants, enfin les gestionnaires de réseaux de distribution ont un vrai problème. Sans réseau, rien ne va plus. On l'a bien vu. Il y a eu 2 ou 3 perturbations, des coupures qu'on a dû le passer. Si on perd le niveau du réseau, même au niveau local, au niveau réseau de distribution local, rien ne va plus. Parce que la fréquence ne joue plus, la tension ne joue plus, on ne peut plus rien distribuer. Et ça, cette problématique, il ne faut pas l'escamoter, il faut la dire. Une sécurité de l'approvisionnement en Suisse, ça va marcher si les 2 aspects, donc stabilité du réseau et production, sont au rendez-vous. Donc il faut suffisamment d'énergie d'une part, et d'autre part, il faut que le réseau soit stable à tout moment. Ce qu'on voit en Europe, quand on voit les choses sous un angle plus géopolitique, l'Allemagne, la filière charbon et la filière nucléaire vont être gentiment désaffectées. Mais d'autre part, dans le nord de l'Allemagne, il y a 65 gigawatts de capacité installée en éolien. Alors que les grands centres de consommation, ce n'est pas dans le nord de l'Allemagne. Malheureusement, Munich n'a pas été transplanté dans le nord de l'Allemagne. Munich, c'est toujours dans le sud de l'Allemagne et il faudra approvisionner en électricité Munich. En d'autres termes, le réseau de transport devra être renforcé, le réseau allemand, et les réseaux également entre Suisse et autres États, pour permettre les échanges entre les différents États. Ça a un effet sur la configuration du réseau et cela signifie qu'il faudra construire de l'infrastructure, des infrastructures supplémentaires pour garantir que l'énergie solaire du Sud et l'énergie éolienne du Nord soient interconnectées. Il y a des super moyens en Suisse avec les centrales hydrauliques à accumulation. Nous avons vocation à être la batterie, la pile électrique de la Suisse, mais le market design, le concept du marché doit également jouer, c'est-à-dire que les signaux prix doivent être les bons, doivent être opportuns, et on voit qu'en Europe, on réfléchit dans la même direction. Le marché energy only, bon, ça a ses limites, et on joue sur les signaux de prix à court terme. Ça c'était l'idée d'intégrer l'intraday, c'est-à-dire l'infrajournalier, avec la balancing platform, la plateforme d'équilibrage européenne. Et nous devons simplement garantir que nous avons accès à tout moment, en tout temps, à ces marchés. Sinon, la capacité ne servira que pour la Suisse. Et si on compte les différentes centrales, le Nandrans et autres, en 2000, enfin, on a 2500 mégawatts de réserve par accumulation. Mais la consommation en Suisse en hiver, la consommation de crête, c'est 10 000 mégawatts, pas 2500. Donc on peut jouer un peu avec la réserve, mais le marché, il va être plus restreint. Et donc il faudra des signaux prix appropriés pour que cette infrastructure soit rentable à l'avenir. Vous l'avez dit, il faudra en passer par une modernisation du réseau. Mais j'ai entendu dire qu'il fallait compter jusqu'à 15 ans avant de pouvoir construire une nouvelle ligne électrique. Donc la question, Benoît Revin, c'est comment accélérer les procédures d'autorisation pour la construction de lignes. Eh bien, merci pour cette question. Ce n'est pas simple de répondre à cette question parce que tout dépend un peu de la configuration de chacun des projets pris isolément, de chaque projet singulier. Ce qui est nécessaire, c'est d'améliorer la conception et la planification, aussi bien pour les installations de production, donc par exemple la montée en puissance d'installations déjà construites ou la construction d'installations de production neuves, et les projets de développement du réseau devraient être simplifiés. Vous savez que ces projets ne s'inscrivent pas dans le vide, ça ne se déroule pas en vase clos. Il y a toute une série de conflits entre l'aménagement du territoire, la protection de sites, de régions. On peut bien sûr essayer de rationaliser et d'accélérer les procédures sur certains points, mais on bute inévitablement sur un certain nombre d'obstacles ou de conflits en matière de protection de sites, de protection du territoire, d'aménagement. Et il y a maintenant une jurisprudence du tribunal fédéral qui est nouvelle,
Mais il faudra que les cantons anticipent en matière de planification de leurs aménagements en coopération avec les différents acteurs de la filière. Et ensuite, ces conflits, ils devraient être gérés et réglés le plus vite possible. Très souvent, ces conflits apparaissent très en aval. Il y a des coûts également à la clé. Il y a des exemples de groupes E ou d'Axpo également qui montrent comment on peut gérer en amont ce genre de conflit. Est-ce qu'on peut prévoir comme mesure de compensation pour décrocher la concession ou l'autorisation ou les permis de construire? Monsieur Brandt, et vous? Vous qui êtes un énergéticien, quelle est votre lecture de la situation? Bon, alors voilà, je crois qu'en Suisse, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout au niveau de la production d'électricité, surtout dans une perspective de plus long terme. Ce qui est certain, c'est que la filière nucléaire va disparaître. Et donc, c'est une contribution majeure de production d'électricité, notamment en hiver, qui va disparaître. Mais la vitesse avec laquelle la montée en puissance des capacités de production des renouvelables est très insuffisante, rapportée aux objectifs qu'on se propose d'atteindre. D'autre part, l'hypothèse, c'est que la consommation d'électricité va augmenter plus vite en Suisse que ce que prévoient les perspectives énergétiques de la Confédération, notamment du fait de l'évolution qui se fait dans tous les pays européens. La décarbonisation va de pair avec une plus forte consommation d'électricité. Et au niveau de nos activités à l'étranger, on voit bien où on en est. Dans notre nouvelle stratégie, nous avons décidé à l'horizon 2030 que 13 gigawattheures supplémentaires de renouvelables allaient être construites. À l'étranger, tout va beaucoup plus vite qu'en Suisse. En France, pour la réalisation d'un parc d'éoliennes, il faut compter 4 ans avec tout le bazar, tout le tout-team, alors qu'en Suisse, il faut compter 30 ans de litiges juridiques avec des avocats avant que la moindre éolienne ait été construite. Donc on n'y est pas du tout, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire du tout. Et la prise de conscience que il y aura des problèmes également avec l'Allemagne, peut-être, parce que l'Allemagne, après avoir abandonné le nucléaire et peut-être abandonné également la filière des fossiles, ne va pas fournir autant d'électricité. Tout le monde ne l'a pas compris en Suisse, ou ne l'a pas assez compris. Donc, de notre point de vue, il faut, d'une part, simplifier, accélérer toutes les procédures d'autorisation pour la construction d'infrastructures. Il faut un consensus sociétal pour ça. Et donc, ça exige un débat de société, parce qu'aujourd'hui, la mentalité, c'est les compromis, c'est bon pour les autres, c'est pas pour moi. Donc, les partisans des éoliennes, les adversaires des éoliens, ils disent bon, on est également contre la construction de barrages. Pour les barrages, on dit on est également contre le photovoltaïque. Ensuite, il y a les sites classés et les monuments protégés. Donc, la construction de grandes installations suisses, de facto, c'est interdit, pas en droit, mais en fait, construire des grandes installations suisses, c'est pratiquement impossible. Donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On ne dispose pas des instruments dont on se sert avec succès à l'étranger pour permettre, avec des incitations fortes, de construire des installations de grande capacité. Par exemple, la prime de marché, qui malheureusement n'est pas prévue dans le projet actuel. Les contributions d'investissement, ce serait également, donc de l'argent public, serait également un bon instrument, mais ça ne suffira pas pour des structures incitatives vraiment pérennes. En d'autres termes, les recettes, elles existent, on les connaît, mais il faut regarder les choses en face. Qu'est-ce qui a marché à l'étranger ou ailleurs? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce que ça coince? Du point de vue technique, on a une foule de possibilités. Vous voyez derrière moi à l'image le projet que nous allons réaliser cet été sur un mur de barrage, Utze. Et cet ouvrage, ça va produire plus de la moitié d'énergie solaire en hiver. Pour vous donner un ordre de grandeur, si la centrale de Leibstadt, on veut la remplacer par des installations de ce type en hiver, il faudrait 3000 installations comme celles que vous voyez derrière moi sur toute la Suisse. Et les coûts totaux ascendraient à plus de 20 milliards. Alors évidemment, on ne peut pas les construire tels quels parce que le calcul est très simplifié, mais pour vous montrer les ordres de grandeur dans lesquels on se situe. En fait, les producteurs seraient prêts à produire. Nous aussi, on est prêts. On pourrait faire beaucoup plus, on pourrait construire bien davantage en Suisse, mais même si on voulait, on ne peut pas. On ne peut pas, on n'a pas le droit, et ça, il faut que ça change. On va demander à un autre producteur. Comment le groupe aborde-t-il l'utilisation des énergies renouvelables par rapport à la stratégie énergétique 2050? Et que dites-vous à M. Brandt? Partagez-vous son point de vue?
Alors oui, je partage complètement le point de vue de Christophe Brandt. Je reviens juste sur ce qui a été dit, été dit par Yves Zumwald. On a besoin, bien entendu, de la stabilité du réseau. Elle est essentielle. Sans réseau stable, on n'arrive à rien, c'est clair. Pour ça, pour que ça continue à être le cas, il y a des investissements importants qui doivent être réalisés dans le réseau. Pour ça, on a besoin de conditions cadres qui soient suffisantes et essentiellement les discussions qui ont lieu sur le WACC actuellement sont essentielles à garantir à terme un réseau qui soit stable avec des investissements qui sont suffisants. En Suisse, nous avons tout pour réaliser une décarbonisation. On a la chance d'avoir un potentiel hydraulique qui est là, avec une puissance qui est suffisante, qui est capable de s'adapter en permanence à l'intermittence des autres moyens de production. On a un super outil avec l'hydraulique. Et en plus, on a assez de soleil et assez de vent pour réaliser la transition énergétique. On l'a dit, dans le cas de la décarbonisation, la quantité d'électricité totale va augmenter pendant les prochaines années. On doit réaliser cette transition, on doit augmenter nos capacités en nouvelles énergies renouvelables, couplées avec la sortie du nucléaire. C'est un réel défi, effectivement. Sur le photovoltaïque, Benoît Reval a très bien dit, on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, si je prends le réseau de groupé, 9% de la consommation sur l'entier de l'année est produite sous forme photovoltaïque. On est probablement un des réseaux qui a le plus d'installations, avec plus de 10 000 installations aujourd'hui sur notre réseau. C'était pratiquement zéro il y a 10 à 15 ans. Un énorme progrès et ça continue sur la bonne voie. Mais ce photovoltaïque, si je prends les chiffres de l'année 2020, j'ai dit c'est 9% de la consommation sur l'année. Au mois de juillet 2020, c'était 18% de la consommation. Au mois de décembre 2020, c'était 1% de la consommation. Ça veut dire qu'on peut développer le photovoltaïque autant qu'on veut. On aura beaucoup d'énergie en été, et il faut le faire, hein, qu'on soit au clair, mais on n'aura pas assez d'énergie en hiver. Et c'est là qu'est le problème. On le voit aujourd'hui, on met beaucoup de temps pour réaliser des investissements en production qui soient renouvelables. Comme l'a très bien dit Christophe Brandt, on est prêt à réaliser ces investissements. On a aujourd'hui un système en plus de subventionnement et de marché qui permet de réaliser. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un soutien politique à tous les niveaux pour le réaliser, que ce soit au niveau de la Confédération, au niveau des cantons, aussi au niveau des élus communaux. On le vit de manière très forte en ce moment dans le canton de Fribourg avec des réactions qui sont fortes. Et en toute sincérité, les développeurs de projets seuls n'y arriveront pas. On a vraiment besoin d'un appui politique là-dessus et il est essentiel pour réaliser. Et c'est pour ça, si on reprend les questions du sondage, les défis aujourd'hui sont-ils politiques ou techniques? Clairement, pour moi, les défis aujourd'hui sont politiques. Il faut qu'on ait une population qui soit prête à accepter qu'on ait aussi de la production en hiver. C'est intéressant, un sujet, on parle toujours du potentiel dans le nord de l'Allemagne pour l'éolien. L'éolien, dans les régions françaises autour de la Suisse, dans les Länder au sud de l'Allemagne, tous ces Länder aujourd'hui ont plusieurs centaines d'éoliennes qui sont installées. En Suisse, on en a quelques dizaines et on a beaucoup de peine à réaliser nos projets. Même quand on a l'acceptation sur place, il faut encore 10 ans pour les réaliser. Et comme l'a dit M. Brandt, pour avoir l'acceptation sur place, on rajoute 10 à 20 ans pour les réaliser. On a un problème urgent aujourd'hui et ce problème, il doit être résolu tous ensemble avec le soutien des autorités à tous les niveaux. Merci Moreau. Eh bien, c'est très clair de la part de M. Moreau, de M. Brandt. Yves, il y a encore quelque chose à rajouter avant que nous passons aux questions de notre public? Je ne suis pas producteur, mais je comprends bien ce que Christophe et Jacques ont dit et je partage leur avis. Il faut que ça aille plus vite. Ok. Eh bien, voyons voir les questions qui remontent depuis le public. Je vous demanderai d'une petite, courte et précise réponse, Monsieur Meurant. La Suisse ne devrait-elle pas utiliser son énergie précieuse pour son propre approvisionnement? Pourquoi exportons-nous vers l'Italie? C'est une question à vous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à vous, Monsieur Meurant. Je peux très bien y répondre. La Suisse exporte de l'énergie vers l'Italie, mais sur le semestre d'hiver, la Suisse est déjà importatrice aujourd'hui. Et ça va faire que d'augmenter avec l'arrêt du nucléaire et avec l'augmentation de la consommation, que ce soit dans les pompes à chaleur ou dans la mobilité électrique. On va avoir une augmentation encore de la consommation, encore plus en hiver par les pompes à chaleur, ce qui est très bien. Hein, on est en train de réaliser cette transition. On est déjà importateur en hiver aujourd'hui, donc si un jour les pays autour de nous n'ont plus cette capacité à exporter,
on aura un problème d'alimentation en Suisse. Indépendamment de ce qu'on exporte vers l'Italie, probablement la première chose qu'on fera, c'est d'arrêter d'exporter, mais on exporte surtout en hiver. Mais il faut bien voir aussi que l'Allemagne, le jour où elle aura un risque d'insuffisance d'énergie, elle arrêtera d'exporter vers le sud, vers la Suisse. Wir haben noch eine Frage. Ah, Yves. J'aimerais encore juste préciser une chose. L'Italie, aujourd'hui, c'est encore un secteur qui est intéressant parce que les prix sont un peu plus hauts. Mais il ne faut pas les sous-estimer non plus. Ils sont en train de construire des interconnecteurs à travers l'Adriatique. Ils sont en train de construire des interconnecteurs jusqu'en Grèce pour profiter de l'éolien qui est produit là-bas. Donc, les prix vont changer aussi en Italie. Donc, une dernière question qui va soit à M. Reva ou à M. Tami. Letzte Frage. Versorgungssicherheit und La sécurité de l'approvisionnement et la sécurisation du réseau, ce n'est possible que de concert avec les pays voisins. Comment la Confédération veut-elle y arriver? Ou bien est-ce qu'on laisse ce problème à régler à Swissgrid, puisque les pays voisins ne voudront ou pourront plus toujours exporter vers la Suisse? Alors, si la Suisse ne peut pas finaliser ses contrats, que va-t-il se passer? Monsieur Reva ou Monsieur Tami, qui souhaite répondre? Ja, gerne. Besten Dank für diese Frage. Pour cette question. Wenn diese genannten Abkommen nicht zustande kommen, ich spreche da von diesen ne sont pas finalisés, je parle de ces traités de coopération que j'ai mentionnés tout à l'heure, alors la situation effectivement ne va pas bien se présenter, c'est moins qu'on puisse dire. On aura un état d'absence de coopération entre pays voisins et on part du principe que dans ce genre de cas de figure, eh bien, la Suisse assez rapidement sera dans une situation difficile. Je pense aux flux non planifiés qui transitent par la Suisse et ne serait-ce qu'aujourd'hui, entre l'Allemagne et la France, il y a 30% de ces flux d'électricité qui passent par la Suisse et l'extension de cela dans les autres régions, je pense notamment à ces flux donc, qui ne sont pas prévus, eh bien, ces flux vont encore augmenter. Donc, cela va augmenter l'instabilité du réseau en l'absence de ces traités de coopération avec les pays voisins. Donc, c'est un défi immense et honnêtement, je me fais du souci pour le moment en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en électricité en Suisse. Ensuite, côté de la sécurité de l'approvisionnement, justement, et la coopération avec les pays voisins. Là, la situation se présente un petit peu différemment. Nous avons toujours insisté de la part d'Elcom pour ne pas miser trop ou seulement sur les importations. Et notre régulateur dit qu'on va augmenter nos réserves pour nous. Donc, l'Allemagne ne peut pas compter sur nous en temps de crise et penser pouvoir s'approvisionner chez nous. Et là, justement, la Suisse ferait bien d'augmenter ses propres capacités de production. Et comme M. Reva le disait très bien, il y a la question de la photovoltaïque. C'est vrai que la photovoltaïque a un grand potentiel, mais malheureusement, dans le semestre d'hiver, cette capacité est assez réduite. Elle ne représente qu'un quart de la production d'électricité en hiver. À partir de là, il faut des grands volumes pour atteindre ce potentiel. Pour l'éolien, là, c'est un autre problème. Comme M. Brand l'a très bien dit aussi, les projets dure une éternité dans l'éolien. Par exemple, le plus grand a duré 18 ans. Donc on voit que la Suisse, si elle veut développer ses capacités de production pour être indépendante, notamment pendant la phase de l'hiver, a beaucoup de pain sur la planche et surtout a besoin de projets qui sont déjà sur la table d'ailleurs. Il y a la prime de marché, il y a les capacités du marché nouvelles qui pourraient être introduites pour qu'on ait les bonnes incitations
solutions en place. Et avec de nouvelles conditions cadres, ce serait mieux. Maintenant, un dernier mot, permettez-moi, par rapport justement à ces conditions cadres. Dans l'article 12 de cette loi sur l'énergie, il y a une interdiction de l'importation, en fait, en provenance d'énergie renouvelable. En fait, c'est une interdiction de construction de ces installations-là. Donc là, il y a vraiment besoin d'intervention de la politique pour qu'elle intervienne à ce niveau-là, pour que les investissements puissent être réalisés dans ce domaine. Merci, Monsieur Tami. On voit qu'il y a énormément d'aspects qui entrent en jeu. Alors, on peut dire qu'on aura encore beaucoup de sujets à aborder tout à l'heure dans la deuxième moitié de notre journée, mais on y reviendra tout à l'heure, justement. Alors, merci de vous être connectés, Monsieur Rova, Christophe Brand, Renato Tami, ainsi que Jacques Moron. On va se retrouver après une petite pause café parce qu'on a un petit peu dépassé l'horaire. Donc, nous nous retrouvons dans 5 minutes déjà à 10h45 pour la deuxième partie. Donc, un petit café et à tout à l'heure.